Du coup, j'introduis directement donc la communication de Chloé Ariot, qui est conservatrice du patrimoine au musée Rodin, qui est spécialiste de sculpture du 19e siècle et qui a contribué à plusieurs ouvrages et articles sur cette question. Et donc sa communication s'intitule « Un monument sans détail, la tour du travail d'Auguste Rodin ». Je tiens tout d'abord à remercier Aude Nicolas et Margot Renard pour l'organisation de ces deux journées à laquelle je suis très contente de participer. Et avant de commencer, je voudrais aussi remercier deux personnes qui ne participent pas à ces journées, Cécile Bertrand et Cécilie Champy-Vinas, commissaires de l'exposition Les sculpteurs du travail qui, je l'espère, rouvre normalement à partir du 15 décembre au musée de Nogent-sur-Seine, puisque c'est en préparation de cette exposition que mes recherches sur la tour du travail ont pu commencer, et je me suis par ailleurs beaucoup appuyée sur leur catalogue pour préparer cette communication aujourd'hui. Entre 1885 et 1905 environ, 5 projets de monuments au travail et aux travailleurs sont pensés en Belgique et en France. Ils sont tous dus à 5 sculpteurs relativement importants, à savoir dans l'ordre chronologique d'intérêt pour ce sujet, Constantin Meunier, Jules Dalou, Charles van der Stappen, Auguste Rodin et Henri Bouchard. Si tous ces monuments sont restés à l'état de maquette et donc inachevés, en tout cas du vivant des artistes, force est de constater que la représentation du travail et des travailleurs est un sujet tout à fait dans l'air du temps. On peut citer par exemple la porte monumentale de l'exposition universelle à Paris qui, en 1900, se trouve ornée d'une frise du travail réalisée en grès émaillé grâce à la collaboration du sculpteur Anatole Guillot et de l'entreprise d'Émile Müller. Je cite un commentaire écrit par Paul Vitry sur cette frise dans la revue Art et Décoration. Pour une fois, il s'est trouvé ici un artiste qui s'est placé résolument en face de la vie moderne, qui a regardé les ouvriers qui venaient sur les chantiers, qui a reproduit leurs traits, leurs gestes, leurs costumes. Dans la première moitié du 19e siècle, et même dans des monuments antérieurs, mais il n'est pas question d'y remonter aujourd'hui, on constate que le travail trouve plutôt sa place sous la forme d'allégories, avec un certain nombre d'attributs qui permettent de l'identifier. À partir des années 1860, il est plutôt personnifié à travers de préférence les figures tutélaires du paysan et du forgeron. On en a encore un exemple très célèbre dans le Triomphe de la République de Jules Dalou, présenté sur la place de la Nation à Paris. À la fin du siècle, et de manière concomitante avec ces personnifications, un autre enjeu apparaît, c'est-à-dire comment figurer le vrai travail, le vrai travailleur. Et c'est ici que le recours au détail semble devoir s'imposer, puisque pour pouvoir figurer le vrai travail, le vrai travailleur, les représentations vont chercher à être détaillées dans le sens de la précision pour être les plus vraisemblables et les plus réalistes. Et nous le verrons aussi, ces représentations, ces monuments mettant en jeu les représentations du travailleur peuvent également faire appel à la synecdoque. La tour du travail d'Auguste Rodin, qui est élaborée entre 1898 et 1906 environ pour, comme je vous le disais tout à l'heure, rester finalement à l'état de maquette, doit donc être analysée dans ce contexte général de représentation du travail et des travailleurs. Alors, disons-le tout de suite, donc je le disais, il faut évidemment analyser la question de la tour du travail dans ce contexte général de recherche de représentation des travailleurs. Par rapport aux autres monuments que je vous citais, il faut tout de suite le dire que la tour du travail présente une particularité non négligeable, c'est-à-dire que contrairement aux autres monuments cités,
La tour du travail n'est pas une idée au départ de son auteur, c'est-à-dire de Rodin lui-même, mais en l'occurrence, il doit ce projet à Armand Daillot, inspecteur des beaux-arts aux sympathies socialistes assez affirmées. En effet, en mars 1898, Daillot publie une lettre ouverte au sculpteur Jules Desbois. Et dans cette lettre, il rappelle une discussion qu'ils auraient eue tous les deux quelque temps auparavant. À savoir, Desbois expose son souhait de voir dresser à Paris, pour l'exposition universelle de 1900, un monument, je cite, à la glorification du travail humain. Daillot imagine ce monument couronné, je cite à nouveau, de la sainte et forte figure du travail, telle que pourrait la rêver le grand Constantin Meunier dans son ardent amour pour la laborieuse humanité. Donc vous voyez que dans un premier temps, Rodin n'est pas associé à ce projet de monument. Il faut quand même noter que Daillot, Desbois et Meunier font tous partie à des degrés divers de ce qu'on pourra qualifier d'entourage amical et artistique du sculpteur. Jules Desbois, à qui l'appel est adressé, est tout à fait enthousiaste, mais il souhaite quant à lui fédérer autour de ce projet les sculpteurs du temps. En premier lieu, Rodin, Dalou, Falguière, Engelbert, Baffier, Meunier, Carpentier, Rivière et aussi Claudel, qui, je cite à nouveau, symboliserait admirablement, j'en suis convaincue, le travail de la femme. Vous voyez que Rodin est appelé, si on peut dire, sur ce projet comme un artiste et un travailleur parmi les autres. Et pourtant, assez rapidement, dès septembre, donc le premier article date du mois de mars, dès septembre, on a l'impression que Rodin s'est en quelque sorte approprié ce projet et semble en être devenu le seul maître d'œuvre. C'est notamment un article dû à Gabriel Mouret, paru dans l'Écho de Paris en septembre 1998, qu'on constate ce fait. Et je cite Gabriel Mouret qui se réfère à des propos de Rodin dans cet article. S'il y a quelque enseignement à tirer d'un monument consacré à la gloire du travail, c'est dit Rodin, il faut que chaque partie en soit visible. Il faut que ce monument, après avoir étonné et attiré le regard par son ensemble, satisfasse par chacun de ses détails la curiosité et rende tangibles les leçons qu'il contient. Donc vous voyez, l'ambition est très claire. Ce monument à la gloire du travail a une vocation didactique. Il doit donc utiliser à bon escient le détail. Et on constate en effet, c'est ce que nous verrons d'abord, que la structure du monument est pensée en ce sens. Et que les témoignages de l'époque sont assez prolixes sur les détails qui doivent venir orner les parois du futur monument. Pourtant, c'est ce que nous verrons ensuite, les photographies anciennes, tout comme la maquette qui est conservée, et qui est donc le seul état conservé de ce monument jamais construit, se signalent plutôt par l'absence complète de détails dans les parties sculptées. Et cette contradiction, nous terminerons là-dessus, témoigne à mon avis de la véritable nature de ce projet, qui est relativement à part dans la production de Rodin. Alors, effectivement, la structure architecturale de la tour du travail peut être décrite comme une colonne enserrée dans une tour, ajourée de larges baies. Pourquoi avoir choisi une colonne ? En fait, comme beaucoup de choses dans ce monument, l'idée vient de Daillot, puisque Armand Daillot, dans son article d'origine, dans sa lettre ouverte, explique qu'il veut ériger une contre-colonne Vendôme. Il est assez agacé de voir uniquement des monuments à la gloire de la guerre dans Paris, et il trouve important de prendre le contre-pied de cette habitude et donc d'édifier un monument pacificateur, un monument à la gloire du travail étant pour lui une bonne manière de le faire. Vous imaginez que de la colonne Vendôme, on passe assez facilement à la colonne Trajane, qui est réputée pour la minutie de ses reliefs en marbre déployés en une frise continue. Mais comme vous le savez, cette frise, qui est effectivement caractérisée par le souci du détail, n'est pas faite pour être vue, et les reliefs ne sont donc pas faits pour être contemplés ou étudiés. Je cite donc de nouveau l'article de Gabriel Mouret de septembre 1998. Une colonne, comme la colonne Trajane ou la colonne Vendôme, a pour elle la noblesse et la beauté de l'ensemble, mais qui a donc jamais vu les bas-reliefs qui s'enroulent autour d'elle ? Et donc, Rodin a cette idée d'installer autour de sa colonne, je cite à nouveau, un chemin intérieur en pente douce, comme celui de la tour de l'horloge à Venise,
puisque Napoléon Ier monta, dit-on, à cheval. En parcourant ce chemin, le visiteur pourrait examiner la colonne dans toutes ses parties. Donc, vous voyez que Rodin imagine un chemin qui ferait le tour de la colonne, et pour parler de cette tour qui doit enserrer la colonne, Rodin fait appel cette fois à la tour de Pise, puisqu'on imagine que la succession des baies qui va accompagner la spirale du chemin aurait effectivement un côté un peu penché. Par ailleurs, ce dispositif doit lui permettre, ni plus ni moins, d'éclairer les reliefs à la manière de ceux du Parthénon. C'est quelque chose qu'il écrit explicitement dans une lettre à Gabriel Mouret, qu'on peut très certainement dater d'avant l'article de Mouret paru dans la presse. Notons que la conjugaison colonne Trajane plus Parthénon revient à se référer aux deux principaux exemples antiques de monuments en ce qui concerne les reliefs. Et donc, cela permet de penser que les reliefs vont effectivement avoir une place importante dans le monument, puisque c'est là que vont pouvoir être développés les détails et les leçons. Vous avez à l'écran, à votre gauche, une photographie de la Tour du Travail dans sa première version, une maquette en terre qui n'est pas conservée. On distingue très bien la colonne au centre, l'entrée de la tour qui mène à l'escalier, et vous voyez effectivement la succession des baies qui évoque en effet la tour de Pise. Cette expression, la colonne Trajane enserrée dans la tour de Pise, est reprise de manière vraiment systématique dans les écrits contemporains sur la tour. À côté, vous avez la deuxième version de la maquette en plâtre, et vous voyez que cette maquette n'est pas directement dérivée de la maquette en terre, puisque l'architecture a changé. Et ici, le parti de départ, la colonne que vous devinez au milieu, entourée d'une tour, reste le même. Les baies ici sont beaucoup plus amples, écrasées. Le rythme est plus horizontal, et on pense ici plutôt à l'escalier de bois et à l'architecture de la Renaissance. La référence à l'escalier de bois a d'ailleurs été faite du vivant de Rodin. Donc, vous voyez comment la structure est mise en place pour accueillir des bas-reliefs qui, suivant le programme imaginé par Armand Daillot, de nouveau, devrait figurer jusqu'au sommet. Là-haut, c'est la pensée pure qui réside, le métier le plus noble, représenté par l'artiste, le poète, le philosophe. Dans ce texte également est cité le fait qu'il doit y avoir des cariatides corbeaux qui synthétisent chaque métier et qui vont séparer les différents reliefs. En réalité, ces cariatides corbeaux n'ont a priori existé. Vous voyez que sur cette maquette, on voit qu'il n'y a aucun relief mis en place. Alors, évidemment, c'est plus visible quand on a l'original de la photographie sous les yeux. Vous voyez également que ce dessin que je vous montre est très clairement correspond tout à fait à la maquette en terre et non pas à la maquette en plâtre. Et là, on voit les petites cariatides corbeaux qui devaient donc rythmer la composition. En réalité, ce dessin en coupe est, de ce que j'ai pu trouver, le seul exemple, la seule trace de cette idée d'avoir des cariatides corbeaux, puisque sur la maquette en plâtre, elle n'existe pas. Pour une raison sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, le projet est relancé après mars 1906 et de nouveau on a de nombreuses descriptions de ce qui est prévu. On apprend qu'est désormais prévu sur la frise couronnant les reliefs un entablement en marbre blanc qui sera orné d'outils, d'instruments, de symboles des différents métiers. Et par ailleurs, la question du costume est évoquée et on explique que Rodin a fait le choix du costume contemporain, encore une fois pour circonstancier de manière détaillée la représentation de ses travailleurs. C'est notamment une description de Rilke qui parle de ces travailleurs représentés en costume contemporain. Et cette description est assez intéressante parce que par rapport à d'autres témoignages qui en fait, on voit bien que c'est des articles de presse qui se recopient tous les uns les autres. On sait déjà que Rilke a eu un accès très privilégié à l'atelier de Rodin. Et par ailleurs, dans la description qu'il fait, il donne un état tout à fait, très daté de la tour, qui est très circonstancié dans le temps, qu'on peut dater grâce à une série de photos et de publications de l'année 1906. Et en fait, il fait référence dans son texte très précisément, vous voyez, au petit relief
qui sont posés sur les côtés de la tour, relief qui n'existe plus du tout aujourd'hui et qui n'existe pas au début de l'année 1906. Rilke les décrit tels des dalles funéraires de relief qui montrent les travaux d'Héraclès et d'Héphaïstos, apportant, vous le voyez, une dimension mythologique au monument. Donc, non seulement le monument est prévu pour être très détaillé dès l'origine, mais en plus le programme iconographique semble s'enrichir au fur et à mesure des années, et cependant, c'est ce qu'on va voir maintenant, aucun des états connus n'atteste du moindre détail mis en œuvre dans la conception du monument, dans la représentation des travailleurs et surtout pas du costume contemporain. Alors, que conserve-t-on exactement de la tour du travail aujourd'hui? Alors, on a un ensemble de dessins, d'esquisses relatives à cette tour, mais je voudrais insister plutôt là sur l'ensemble des photographies anciennes. On en a vu plusieurs et comme je vous le disais, il y a un ensemble très conséquent datable de l'année 1906 dont vous avez deux exemples sous les yeux. On conserve la maquette qui est aujourd'hui présentée au musée Rodin à Meudon. Et alors je vous prie de m'excuser parce que il y aura un certain nombre de photographies que j'ai faites moi-même pour cette communication. La maquette est dans une vitrine compliquée à photographier et elle est tellement fragile qu'on ne peut même pas la sortir de sa vitrine pour la prendre en photographie. Donc voilà, il y a peut-être des photos qui seront plus ou moins réussies, j'en suis désolée. Là, vous avez une vue des différentes faces de la maquette telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et nous avons aussi 4 études d'arcade et de relief pour la crypte de la Tour du Travail qu'on peut dater entre 1898 et 1903. Donc je vous propose maintenant d'étudier la succession des reliefs dans l'ordre annoncé depuis donc les bas-fonds de la crypte jusqu'au sommet du monument où l'on est censé trouver dans le travail intellectuel. Alors, si vous vous rappelez, dans la version en terre, la crypte est en fait complètement inexistante. Elle n'est pas encore, je perds mes mots, elle n'est pas encore représentée. Par contre, elle apparaît, vous le voyez, à partir de la version en plâtre. Évidemment, elle n'est pas creuse dans la maquette, mais en tout cas, elle est bien présente. Et à son revers, alors initialement c'était la face de la maquette, mais c'est pas forcément quelque chose sur lequel on a le temps de revenir aujourd'hui, on trouve en tout cas une citation, une inscription programmatique assez claire sur ce que doit être cette tour. Donc je vous lis l'inscription qui est gravée dans le monument. Projet d'un monument au travail, dans la crypte, les mineurs, les scaphandriers. Autour de la porte, le jour et la nuit, et autour de la colonne, les métiers. Les maçons, charpentiers, forgerons, menuisiers, potiers, etc., etc. Donc vous apprécierez le etc., etc. En costume de l'époque. En haut, les bénédictions viennent du ciel. On a essayé de rappeler la ruche et le phare. Donc effectivement, on comprend pourquoi le costume d'époque est annoncé dans tous les témoignages, puisque c'est ce qui est écrit sur cette inscription. Revenons aux études de relief pour la crypte. Comme vous le voyez à l'écran, Rodin sur une étude d'arcade préalablement réalisée et moulée, a fait poser une planche de bois et a modelé un premier relief en pâte à modeler, qui est très lacunaire aujourd'hui, mais qui, lorsqu'on le compare avec les autres études de relief concernées, on voit très clairement que toutes ces autres études de relief que vous avez sous les yeux sont en fait des épreuves réalisées par tirage dans un moule qui a été lui-même réalisé sur cette frise en pâte à modeler. Ce moule est conservé dans nos collections. Ce premier relief en pâte à modeler constitue ce que j'appellerais une sorte de période, en quelque sorte. Et cette période de relief, alors on le voit plus particulièrement sur cet exemple-ci, peut être répétée. Et en fait, ici, on se rend compte qu'on a une répétition fois, une fois et un tiers à peu près.
On reconnaît sur ce relief, enfin on devine plus qu'on ne reconnaît. Alors, j'espère que vous allez voir. Ici, on a en fait la même scène que là. Il s'agit d'un homme penché sur un chariot. Donc on suppose qu'il s'agit des mineurs. Ici, on devine un bateau avec des gens qui en sortent, et donc on imagine les scaphandriers qui sont prêts à plonger dans l'eau. Vous voyez que la description est très sommaire, que les figures sont réduites à des attitudes sans visage, elles sont absolument nues. Seul un élément, un outil permet de situer la scène, mais de manière extrêmement sommaire, là encore, et en réalité, c'est presque les... et d'ailleurs, on a ici le terme mineur et scaphandrier qui sont gravés, qui nous permettent en fait de reconnaître la scène. Et puis vous voyez comment ce relief est repris en boucle. Bien plus, pour imaginer le couronnement de son monument, Rodin isole dans un premier temps justement ce que j'appelle une période de son relief des mineurs et des scaphandriers, et vous le voyez, le positionne à l'aplomb de la dernière spirale de son monument. Donc ici, on a la photo de face, et sur cette photo, en tout petit, vous devinez, mais c'est vraiment très visible sur la photo d'origine, le revers, ce fragment de relief qui est posé, et vous le voyez le dos. Voici ce que ça donne aujourd'hui sur la maquette conservée. J'espère que vous reconnaissez, grâce à la comparaison entre les photographies, les scènes des mineurs et des scaphandriers qui en fait se répètent. Et cette fois, on a une répétition de plus de 2 fois et demi, tout autour du couronnement du monument. Donc vous voyez comment on est très très loin de l'évolution et de l'élévation même annoncée dans tous les témoignages de l'époque. Autour du fût de la colonne, même constat. Alors, c'était une vue un peu plus rapprochée. Là, on voit les bateaux, et là, on retrouve le petit bonhomme devant son chariot. Autour du fût de la colonne, même constat, les scènes sont très très schématiques, les attributs sont réduits au strict minimum. On peut, il me semble, identifier 6 scènes qui reviennent en boucle, où on a 3 corps de métier représentés, les paysans, les forgerons et les charpentiers. Et comme je vous le disais en début de communication, les paysans et les forgerons constituent des personnifications tout à fait traditionnelles du travailleur. Alors, vous avez d'abord une scène agricole, une scène de cueillette. On distingue un arbre ici, et puis une sorte de corbeille de fruits. Ici, dans la scène suivante, vous voyez un personnage debout qui tient un panier sur sa tête. Cette scène-là est probablement une scène agricole, puisqu'elle est elle est enserrée de 2 scènes agricoles, mais j'avoue que la scène, moi, me paraît plus difficile à déchiffrer. Je veux bien votre avis si vous en avez un. Et ici, une scène de semaille avec quelqu'un qui fait le geste manifestement de semer des graines, et on devine là une tête de bovin. On passe ensuite, là vous avez le profil du bovin, on passe ensuite à des charpentiers, et enfin, dernière scène, à une scène de forge qui là se distingue assez nettement. Et donc cette frise se répète entre 7 et 8 fois le long des spirales de la colonne. Force est de constater que les figures les plus poussées dans l'exécution sont les allégories qui président à ce monument, qui flanquent d'une part l'entrée, donc le jour et la nuit, et d'autre part les bénédictions qui sont au couronnement. La nuit et les bénédictions sont sont des reprises de sujets préexistants à la tour du travail. Pour le jour, c'est moins sûr, ce n'est pas une figure qui est datée, mais je pense que c'est peut-être une figure qui a été créée justement pour faire pendant à la nuit sur ce monument. Je ne m'attarde pas sur ces sujets, mais plutôt sur ceci, puisque les reliefs allégoriques qui devaient figurer selon Rilke, Héraclès et Héphaïstos sont en fait des réductions de 2 reliefs tirés de la porte de l'enfer, Vaine tendresse que vous avez à gauche et Les amants que vous avez à droite. Alors ça c'est visible uniquement quand on a les photographies originales sous les yeux. Mais on distingue vraiment assez nettement ces petites plaques, ces petites réductions. Alors, pour Héraclès, on a éventuellement ici un centaure qui pourrait faire l'affaire, si je puis me permettre.
Pour Héphaïstos, les amants, voilà, c'est plus flou. Je vous ai choisi précisément ces 2 exemplaires parce qu'on en a plusieurs dans la collection, puisque ce sont les seuls qui présentent, là vous voyez une trace de scellement au revers, et ici, pareil, peut-être une trace d'un ancien scellement. Donc ce seraient peut-être les exemplaires qui avaient été posés sur le fût de la tour du travail, mais aucune certitude. Enfin, en 1906, Rodin décide d'acclure la porte de l'enfer à son monument. En tout cas, vous voyez, ces éléments témoignent d'un processus de réutilisation de figures antérieures très courant et très connu chez Rodin, et qui, ce qui est intéressant, est aussi connu à l'époque, et je vous livre un commentaire paru dans la presse en 1907. Avouez cependant que la tour du travail sera une belle œuvre dans laquelle ce bon monsieur Rodin va pouvoir caser tout son stock de place, tant admiré par ses amis, car avec lui, rien ne se perd. Ses bénédictions, sa porte dans l'enfer, vont trouver leur place dans cette œuvre folle. Et l'on dit que M. Rodin ne sait pas caser la croûte, quelle erreur! Une seule chose tracasse l'homme de génie, et se prenant la tête dans les mantelles son penseur célèbre, il murmure « Tout ça c'est très beau, mais là-dedans, où vais-je F, 3 petits points, mon Balzac ». Voilà, je trouve cette citation très drôle. En tout cas, vous voyez, il y a une contradiction qui me paraît assez nette entre tout ce qui a été pensé pour mettre en œuvre des détails très poussés et les choses telles qu'on les conserve aujourd'hui. Alors, vous me direz, il peut paraître tout à fait logique qu'une maquette présente un état inabouti. Finalement, Rodin aurait utilisé quelques reliefs modelés pour concevoir la structure d'ensemble de son projet, sans juger nécessaire d'aller plus loin à ce stade, et c'est tout à fait possible. On ne peut cependant s'empêcher de noter que c'est une attitude qui tranche très fortement avec l'attitude des autres auteurs de monuments au travail, que ce soit Meunier, Dalou ou Bouchard, un travail documentaire qui a bien été étudié et bien connu par ailleurs, et donc je vous montre un seul exemple. Ici, un piocheur bourguignon réalisé par Henri Bouchard dans sa version statuette en bronze qui est conservée au musée d'Orsay. On peut citer un autre exemple, là encore que je dois au catalogue de l'exposition Les sculpteurs du travail, à savoir dans un autre registre, le monument aux morts conçu par Bourdelle pour Montceau-les-Mines. Bourdelle avait tenu pour réaliser son monument aux morts de la guerre de 14-18 de Montceau-les-Mines à rencontrer des mineurs, à les voir travailler. Et au cours de sa visite, il a particulièrement été frappé par la lampe utilisée par les mineurs, qui, vous voyez, est représentée dans les reliefs du monument. Elle est représentée dans un autre endroit, et vous voyez aussi que la lampe donne finalement la forme finale de son monument. Donc là, on a vraiment le détail qui est utilisé en synecdoque. Donc, l'une des clés, évidemment, de compréhension de cette attitude de Rodin, c'est que, finalement, ce monument glorifie beaucoup plus le travail que les travailleurs, contrairement aux autres projets. Je vous parlais en 1906 de la relance du monument suite au drame de Courrières, donc cet accident qui causa la mort de très nombreux mineurs dans le nord de la France. Le journaliste Paul Adam, qui a connaissance par ailleurs de la maquette conservée dans l'atelier de Rodin à Meudon, souhaite en faire un monument aux ouvriers martyrisés. Et si ce drame semble bien relancer le projet, en réalité, il n'est pas du tout question ni pour Rodin, ni pour Armand Daillot, qui accompagne Rodin à partir de 1906 et pendant de nombreuses années dans l'idée qu'ils vont faire aboutir ce projet. Il n'est pas question de se limiter aux ouvriers, il faut vraiment rappeler la vocation universaliste du projet initial. On sent d'ailleurs une certaine défiance d'une partie de la presse vis-à-vis de ce monument qui ne semble pas prendre en compte la réalité du travail populaire. Donc je cite une autre citation, donc c'est une citation de 1907, d'un article de 1907. Donc la tour, je cite, servira à l'édification artistique des masses. Tous les ouvriers iront la voir, tous les ouvriers qui ne travailleront pas, bien entendu. Une autre raison du désintérêt apparemment total de Rodin pour la représentation des travailleurs et donc des reliefs dans son monument, c'est que malgré l'impression que l'on a que Rodin s'est vraiment accaparé le projet, ce dernier semble rester garder à l'idée un projet collectif. Okay. Alors, tous les sculpteurs qui sont cités au départ disparaissent complètement. Malgré tout, on a plusieurs témoignages du fait que Rodin souhaite travailler à plusieurs autour de ce monument, et je ne vous donne qu'un seul exemple.
une lettre d'Armand Daillot adressée à Rodin en 1910, où il écrit avoir présenté le projet, je cite, à deux jeunes artistes très emballés, et que votre idée de la spirale infinie enthousiasme. Alors, donc pour conclure, ce monument au travail, finalement, correspond à une vision tout à fait fantasmée que Rodin se fait du chantier médiéval des cathédrales, et aussi de l'anonymat des artisans qui travaillent dans ces chantiers, ce qui me semble un peu paradoxal venant de la part de Rodin. En tout cas, la comparaison entre la tour et les cathédrales dans l'esprit de Rodin ne fait pas mystère, elle est clairement exprimée à l'époque. Et donc, peut-être que plus que la représentation des métiers, finalement, c'est la forme même du monument qui traduit au mieux la pensée de Rodin sur sa vision du travail. Le mouvement en spirale imprimé par le chemin ascendant le long de la tour, mouvement qui se poursuit par le positionnement des ailes des bénédictions en haut, qui ferait comme une hélice sans fin, est pour Rodin l'image très claire du progrès infini des sens, qui est comme une sorte de spirale, une sorte d'hélice. Et la décision d'y inclure la porte de l'enfer en 1906 est tout à fait révélatrice à ce sujet. Donc, il était tentant, et je ne suis pas du tout la première à le faire, de citer pour terminer le monument à la 3e internationale de Tatlin, qui présente lui aussi un mouvement d'ascension en spirale à la manière d'une gigantesque machine au service du progrès historique, dans un régime qui justement s'appuie notamment sur la réappropriation du travail par le peuple. Alors, je ne veux pas... il n'y a aucune idée dans mon esprit de faire de Rodin un architecte très constructiviste, mais je me sens quand même que c'était un parallèle intéressant pour permettre de comprendre comment ce monument va figurer le travail beaucoup plus dans sa construction que finalement dans les représentations qui auraient dû leur nom. Je vous remercie.